Il y a des moments dans la vie où l'on se réveille la nuit et quelque chose pèse. C'est pas toujours une pensée précise, c'est pas forcément un problème que l'on pourrait résoudre d'un coup, c'est plutôt une sensation diffuse, présente, un peu lourde, comme si l'avenir, au lieu d'être une promesse ouverte, était devenu une question sans réponse. Si tu connais ce sentiment, je veux que tu saches quelque chose dès le début de cette conversation, tu n'es pas seul. Et ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une des expériences les plus humaines qui soient. Aujourd'hui, je voudrais qu'on marche ensemble sur un chemin que je connais bien, parce que je l'ai exploré dans mes recherches, dans ma pratique clinique, mais aussi dans ma propre vie. Ce chemin, c'est celui qui va de la peur vers l'espérance, pas en niant la peur, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, mais en apprenant à l'habiter autrement. La peur et l'espérance ne sont pas des opposés, ce sont deux façons de se tenir face à ce que nous ne savons pas encore, et le passage de l'une à l'autre, c'est tout un art qui s'apprend, un art qui se cultive doucement, patiemment, jour après jour. Alors installe-toi confortablement, laisse les tensions du quotidien s'apaiser un peu et voyageons ensemble. Commençons par quelque chose de fondamental. La peur est une émotion ancienne, elle est inscrite dans notre biologie, dans notre histoire évolutive. Pendant des centaines de milliers d'années, la peur a permis à nos ancêtres de survivre. Elle signalait le danger, elle mobilisait le corps, elle disait attention, quelque chose d'important se passe ici. Et dans ce sens, la peur est précieuse. Elle n'est pas notre ennemi, elle est une partie de nous qui veille. Le problème, c'est que notre cerveau n'a pas tout à fait suivi le rythme de notre civilisation moderne. Nous n'avons plus de prédateurs dans les forêts, nous n'avons plus à craindre de mourir de froid chaque hiver avec la même intensité qu'autrefois. Mais notre cerveau, lui, continue de fonctionner avec ses vieux réflexes et aujourd'hui, il applique ces mêmes mécanismes anciens à des menaces modernes. La peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'avenir, la peur de perdre ce que nous avons, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs-là sont réelles, elles sont douloureuses, mais elles ne sont pas des signaux de danger immédiat. Elles sont souvent des projections dans un futur hypothétique, un futur qui n'existe pas encore, qui peut être n'existera jamais, et c'est là que tout commence à se compliquer, parce que quand nous avons peur d'une chose qui n'existe pas encore, nous ne pouvons pas agir directement sur elle. Nous ne pouvons pas nous battre contre un danger imaginaire. Nous ne pouvons pas fuir une pensée. Alors nous nous retrouvons piégés dans quelque chose que les psychologues appellent la rumination, ces pensées qui tournent en boucle, ces scénarios catastrophiques que l'on rejoue inlassablement dans sa tête, ce et si qui empoisonne le présent. Je pense à une femme que j'ai accompagnée en thérapie il y a quelques années. Je l'appellerai Marie. Marie était médecin, mère de deux enfants, très engagée dans son travail, et elle vivait dans une peur constante. Pas d'une chose en particulier, d'un peu tout. Elle avait peur pour ses enfants, peur de ne pas être une bonne mère, peur de faire une erreur dans son travail, peur que sa relation de couple se détériore. Elle dormait mal, elle se sentait épuisée, et pourtant, de l'extérieur, sa vie semblait bien remplie, bien construite. Lors de l'une de nos séances, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Je ne profite de rien parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête. Cette phrase, je crois qu'elle résume quelque chose d'essentiel dans la souffrance de beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas que la vie soit mauvaise, c'est que la peur nous empêche d'y être vraiment présent. Alors qu'est-ce que l'espérance? Et pourquoi est-elle si difficile à habiter quand la peur est là? L'espérance, ce n'est pas l'optimisme béat. C'est pas se dire que tout ira bien, que les problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes, que la vie est belle et qu'il suffit de sourire. Cette forme de pensée positive superficielle peut même être dangereuse parce qu'elle nie la réalité de la souffrance. L'espérance véritable, c'est quelque chose de plus profond, c'est une posture intérieure, c'est la capacité à croire que même dans l'incertitude, même dans la difficulté, la vie peut continuer à avoir du sens, que je peux continuer à grandir, que le pire n'est pas certain.
Le philosophe Gabriel Marcel, que j'aime beaucoup citer, disait que l'espérance est une réponse à une situation perçue comme désespérante, ce qui signifie qu'on n'espère pas dans le confort. On espère précisément quand les raisons d'espérer ne semblent pas évidentes. Et c'est là toute la beauté et toute la difficulté de cette posture, parce que l'espérance demande du courage. Elle demande d'accepter de ne pas savoir comment les choses vont se terminer et de continuer quand même. Elle demande de lâcher le contrôle, au moins en partie. Et lâcher le contrôle, pour beaucoup d'entre nous, c'est une des choses les plus difficiles qui soient. Parlons justement du contrôle. Parce que je crois que la peur et le besoin de contrôle sont profondément liés. Quand nous avons peur, nous cherchons naturellement à contrôler. Nous voulons prévoir, nous voulons anticiper tous les scénarios possibles, nous voulons trouver la parade, la solution, la sécurité. Et jusqu'à un certain point, c'est sain. Prévoir, anticiper, c'est de la sagesse. Mais quand ce besoin de contrôle devient excessif, quand il envahit tous les espaces de notre vie, il devient lui-même une source d'épuisement et de souffrance. J'ai souvent cette image en tête. Imaginez quelqu'un qui tient très fort un oiseau dans ses mains. Très fort parce qu'il a peur de le perdre. Mais s'il serre trop fort, il va étouffer l'oiseau. Pour que l'oiseau vive, il faut tenir les mains ouvertes, et pour tenir les mains ouvertes, il faut accepter qu'il puisse s'envoler. C'est exactement ça le paradoxe du contrôle. Plus on essaie de tout contrôler, plus on génère d'anxiété. Parce que la réalité, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Et chaque fois que quelque chose échappe à notre maîtrise, cela confirme notre peur plutôt que de la calmer. La psychologie contemporaine parle de tolérance à l'incertitude. C'est une compétence qui se développe, qui s'entraîne, et c'est l'une des clés les plus importantes pour passer de la peur à l'espérance. Apprendre à tolérer l'incertitude, ce n'est pas devenir indifférent, ce n'est pas abandonner toute prudence, c'est apprendre à vivre avec l'inconfort du je ne sais pas, sans que cet inconfort ne paralyse toute notre existence. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu te reconnais dans ces mots, je t'invite à prendre un moment pour t'abonner à cette chaîne, parce que nous allons continuer à explorer ensemble ces chemins intérieurs qui nous aident à vivre plus pleinement. Et je voudrais que tu ne rates aucune de ces conversations. Il y a une distinction que je trouve très utile et que j'explique souvent à mes patients, c'est la distinction entre les peurs utiles et les peurs parasites. Les peurs utiles sont celles qui nous signalent un danger réel, présent, concret. Je traverse la rue, une voiture arrive à grande vitesse, j'ai peur, je recule. Cette peur m'a sauvé la vie, elle a joué son rôle, elle est utile. Les peurs parasites sont d'une autre nature. Ce sont des peurs qui anticipent un danger hypothétique, qui amplifient des risques minimes, qui nous font souffrir maintenant pour quelque chose qui n'arrivera peu, être jamais, ou qui, même si cela arrive, n'aura peu, être pas les conséquences catastrophiques que l'on imagine. Je pense à Thomas, un homme d'une quarantaine d'années que j'ai accompagné. Thomas devait faire une présentation devant ses collègues de travail, une présentation ordinaire sur un sujet qu'il maîtrisait bien, mais pendant les 3 semaines qui précédaient cette présentation, il ne dormait plus. Il se voyait oublier tout ce qu'il voulait dire. Il imaginait les regards moqueurs de ses collègues. Il rejouait dans sa tête des scénarios de plus en plus catastrophiques. Quand je lui ai demandé ce qui était réellement en jeu, il m'a répondu: si je rate cette présentation, les gens vont penser que je suis incompétent. Je vais perdre leur respect, peut être mon travail, et toute ma vie va s'effondrer. C'est ce que l'on appelle en psychologie cognitive la pensée catastrophique. Et c'est une des formes les plus communes de peur parasite. Le cerveau part d'un événement ordinaire et trace une ligne droite vers le pire scénario imaginable. Le travail thérapeutique, dans ces cas-là, consiste à interroger ses pensées, à les remettre en perspective, à se demander quelle est la probabilité réelle que cela se passe ainsi. Et même si le pire arrivait, est-ce vraiment aussi catastrophique que je le pense? Pourrais-je y faire face? Et très souvent, quand on pose ces questions avec calme et bienveillance, les peurs se révèlent beaucoup plus grandes que les dangers réels.
Mais il ne suffit pas de raisonner. Si c'était aussi simple, il suffirait de lire un livre sur l'anxiété pour en guérir. Et nous savons tous que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Les émotions ne se traitent pas uniquement par le raisonnement, elles se traitent aussi par le corps, par la relation, par l'expérience vécue. C'est pourquoi je voudrais qu'on parle maintenant du corps, parce que la peur est une émotion profondément corporelle. Quand nous avons peur, notre cœur s'accélère, notre respiration se raccourcit, nos muscles se tendent, le corps entre en état d'alerte. Et l'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire pour apaiser la peur, c'est de parler au corps, directement, sans passer par les mots. La respiration est notre allié le plus fidèle dans ce voyage, pas parce que respirer profondément est une solution magique, mais parce que la respiration est le seul système du corps qui soit à la fois automatique et volontaire. Nous respirons sans y penser, mais nous pouvons aussi choisir de respirer d'une certaine façon. Et ce choix envoie un message direct au système nerveux. Il n'y a pas de danger, tu peux te détendre. Je pratique moi-même la méditation depuis de nombreuses années et je dois dire que ce qui m'a le plus frappé dans cette pratique, c'est à quel point simplement s'asseoir et observer sa respiration pendant quelques minutes peut changer l'état intérieur. Pas de façon spectaculaire, pas d'illumination soudaine, mais un apaisement progressif, réel, mesurable. Les recherches en neurosciences ont d'ailleurs confirmé ce que les pratiquants de méditation savent depuis des millénaires. La méditation régulière modifie littéralement la structure et le fonctionnement du cerveau. Elle renforce les circuits de la régulation émotionnelle, elle réduit l'activité de l'amygdale, cette région du cerveau qui gère les réponses de peur. Elle épaissit le cortex préfrontal qui nous permet de prendre du recul, de réfléchir, de choisir nos réponses plutôt que d'y réagir automatiquement. Mais même si la méditation formelle n'est pas pour toi, il y a des gestes simples du quotidien qui ont ce même effet apaisant. Une marche lente dans la nature, un bain chaud, quelques minutes de musique que l'on aime vraiment, le contact physique avec quelqu'un qu'on aime, ces moments-là ne sont pas des luxes, ils sont des nécessités biologiques pour un cerveau qui lutte contre la peur. Je voudrais maintenant aborder quelque chose d'un peu plus subtil, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y a une différence importante entre fuir la peur et traverser la peur. Fuir la peur, c'est ce que nous faisons naturellement. Quand quelque chose nous fait peur, nous l'évitons, nous ne prenons pas la parole en public parce que ça nous angoisse, nous n'appelons pas cette personne parce que nous avons peur de la réponse, nous ne prenons pas ce risque parce que nous avons peur d'échouer, et à court terme, l'évitement fonctionne. Il réduit l'anxiété immédiatement. Nous ne sommes plus confrontés à ce qui nous fait peur, soulagement. Mais à long terme, l'évitement renforce la peur, parce qu'en évitant, nous confirmons à notre cerveau que la menace était réelle et sérieuse. Nous n'apprenons jamais que nous pourrions y faire face. Nous n'accumulons jamais les expériences qui nous permettraient de dire ⁇ j'ai eu peur et je m'en suis sorti ⁇ Traverser la peur, c'est différent, c'est s'exposer doucement, progressivement à ce qui nous fait peur, en restant présent, en respirant, en se rappelant que l'émotion, aussi intense soit-elle, est temporaire, qu'elle va passer. J'aime beaucoup l'image de la vague. La peur est comme une vague. Si vous vous mettez en position de résistance, si vous essayez de bloquer la vague, elle va vous renverser. Mais si vous apprenez à surfer sur la vague, à vous laisser porter par elle tout en gardant votre équilibre, elle vous porte jusqu'au rivage et elle se dissout. Cette image, je l'ai partagée avec beaucoup de patients et souvent elle les aide à changer leur rapport à leurs émotions difficiles, pas à les éliminer, pas à les vaincre, mais à les traverser. Si tu écoutes encore, je voudrais te dire merci, merci de ta présence, de ton attention, de ta confiance. Ces conversations ne sont pas anodines. Elles demandent quelque chose de nous, et le fait que tu sois là, à écouter, à réfléchir, à te questionner, c'est déjà en soi un acte de courage. Si ce contenu t'aide dans ton chemin, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble.
Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui lutte contre ses peurs, partage cet épisode avec lui. Parfois les mots justes arrivent au bon moment. Maintenant, parlons de quelque chose qui est au cœur de tout cela. Parlons du sens. Viktor Frankl, psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration, a développé ce qu'il appelait la logothérapie, une thérapie centrée sur le sens. Et l'une de ses intuitions les plus profondes, c'est celle-ci. L'être humain peut supporter presque n'importe quel comment s'il y a un pourquoi. La peur nous paralyse souvent parce qu'elle nous coupe de notre sens. Quand nous sommes envahis par l'anxiété, nous ne voyons plus pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous ne voyons plus ce qui nous importe vraiment. Nous sommes réduits à la survie immédiate, à la gestion de la menace. Et c'est pourquoi l'une des questions les plus transformatrices que je connaisse est: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce qui devrait compter, pas ce que la société dit que je devrais valoriser, mais vraiment, au fond de moi, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin avec quelque chose qui ressemble à de l'envie? Ces questions ne sont pas faciles. Elles demandent de la solitude, du silence, de l'honnêteté avec soi-même, mais elles sont essentielles. Parce que quand nous savons ce qui compte pour nous, la peur perd de sa puissance. Elle reste là, mais elle ne gouverne plus. Je pense à une femme que j'appellerai Sophie. Sophie avait traversé un cancer du sein. Après sa guérison, elle m'a dit quelque chose de surprenant. Elle m'a dit, la maladie a été la période, la plus douloureuse, de ma vie, et en même temps, c'est la période où j'ai vécu le plus intensément. Parce que face à la menace réelle de perdre la vie, Sophie avait retrouvé l'essentiel. Elle avait remis ses priorités à l'endroit, elle avait arrêté de se noyer dans des inquiétudes secondaires, elle avait recommencé à voir ce qui comptait vraiment. Je ne souhaite pas la maladie à personne pour parvenir à cette clarté. Mais la question que Sophie s'est posée dans cette période difficile, nous pouvons nous la poser maintenant, sans attendre la crise. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Il y a aussi quelque chose d'important dont je veux parler, parce que je crois qu'on n'en parle pas assez, c'est le rôle de la relation dans notre capacité à sortir de la peur. Nous sommes des êtres de lien. La solitude est l'un des facteurs de risque les plus importants pour l'anxiété et la dépression. Et à l'inverse, le sentiment d'être relié à d'autres, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, est l'un des facteurs protecteurs les plus puissants qui existent. Quand nous avons peur, notre réflexe est souvent de nous replier sur nous-mêmes, de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir montrer notre vulnérabilité, parce que nous avons appris quelque part que montrer sa peur, c'est montrer sa faiblesse. Mais c'est exactement le contraire de ce dont nous avons besoin. Les recherches sur la résilience, ces études qui cherchent à comprendre pourquoi certaines personnes se relèvent après des épreuves difficiles, montrent constamment que le lien social est au cœur de la résilience. Ce ne sont pas les plus forts qui s'en sortent. Ce sont ceux qui ont su demander de l'aide, maintenir des relations, ne pas rester seuls avec leur douleur. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans le fait d'être entendu, vraiment entendu, pas conseillé, pas rassuré de façon superficielle, mais entendu. Quelqu'un qui dit: je vois ce que tu traverses, je suis là, tu n'es pas seul. Et inversement, il y a quelque chose de guérisseur aussi dans le fait d'être présent pour quelqu'un d'autre. Quand nous sortons de notre propre peur pour nous tourner vers un autre, quelque chose se déplace en nous. Nous ne sommes plus seulement la personne qui souffre, nous sommes aussi la personne qui peut être utile, qui peut donner, qui peut contribuer. Et cette expérience-là est extraordinairement précieuse pour retrouver le sens et l'espérance. Je voudrais maintenant parler de quelque chose qui me touche beaucoup personnellement, c'est la question de la beauté. Dans mes livres, j'ai souvent parlé de ce que j'appelle les petits bonheurs, ces moments du quotidien qui, si nous y prêtons attention, ont la capacité de nourrir quelque chose en nous. Un rayon de soleil sur un mur blanc, la saveur d'un café le matin, le rire d'un enfant dans la rue, la beauté d'un arbre en automne. Ces moments ne résolvent pas les problèmes, ils ne font pas disparaître les peurs, mais ils nous rappellent quelque chose d'essentiel. Le monde contient aussi de la beauté, la vie contient aussi de la légèreté.
Et notre capacité à percevoir ces moments, à nous y arrêter, à les savourer, est une forme de résistance contre la peur. Les psychologues parlent de gratitude et je sais que ce mot peut parfois sonner creux comme un conseil trop facile, mais la recherche sur la gratitude est sérieuse et ses résultats sont impressionnants. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude, c'est-à-dire qui prennent le temps de noter ou de reconnaître ce qui est bon dans leur vie, ont une plus grande résistance au stress, une meilleure qualité de sommeil, des relations plus satisfaisantes et une humeur globalement plus positive. C'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité. Quand nous entraînons notre cerveau à remarquer le bien, il devient progressivement plus doué pour le trouver. Nous changeons littéralement les chemins neuronaux que nous empruntons le plus fréquemment. Et c'est une façon concrète, accessible, quotidienne, de cultiver l'espérance. Pas en niant les difficultés, mais en refusant que les difficultés soient la seule chose que nous voyons. Laisse-moi te partager une pratique simple que je recommande souvent et que je pratique moi-même. Le soir, avant de dormir, prends 2 ou 3 minutes pour te poser cette question: qu'est-ce qui a été bien aujourd'hui? Pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Peut être juste une conversation qui t'a touché, peut être un moment de calme, peut être quelque chose de petit, d'anodin, mais qui était là. Cette pratique, si elle est régulière, a un effet cumulatif sur notre manière de percevoir le monde. Elle ne change pas les faits, mais elle change le filtre à travers lequel nous voyons les faits. Et c'est peut être là l'une des libertés les plus grandes qui soient, choisir, au moins en partie, la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Parlons aussi d'un sujet délicat mais important, la peur de la mort. Je crois que beaucoup de nos peurs, si on les creuse suffisamment, ont quelque chose à voir avec cette peur fondamentale, la peur de perdre ce que nous aimons, la peur de souffrir, la peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela touche d'une façon ou d'une autre à notre finitude, à notre vulnérabilité radicale en tant qu'être mortel. Et plutôt que de fuir cette réalité, je crois qu'il y a quelque chose de libérateur dans le fait de l'accueillir, de se regarder en face avec toute notre fragilité et de dire: oui, je suis mortel, oui, tout ce que j'aime est impermanent. Et malgré cela, ou peut être à cause de cela, je choisis d'aimer, de m'engager, de vivre pleinement. Les philosophes stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient memento mori, se souvenir de la mort, non pas pour se déprimer, mais pour se réveiller, pour ne pas différer les choses essentielles, pour ne pas gaspiller le temps précieux qui est nôtre. Et dans les traditions de sagesse de toutes les cultures, on retrouve cette intuition: c'est précisément parce que la vie est limitée qu'elle est précieuse. C'est parce que le moment présent ne reviendra jamais qu'il mérite toute notre attention. La peur de la mort, quand elle est intégrée plutôt que niée, peut devenir une invitation à vivre plus intensément, non pas dans l'agitation, non pas dans la fuite en avant, mais dans une présence plus profonde à ce qui est là, maintenant. Si ce contenu a résonné en toi jusqu'ici, je t'invite vraiment à t'abonner pour recevoir ces réflexions régulièrement. Et si quelqu'un dans ta vie traverse une période difficile, partage-lui cet épisode. Parfois, un mot entendu au bon moment peut faire toute la différence. Maintenant, j'aimerais te parler d'action, parce que l'espérance n'est pas passive. L'espérance est une posture active. Il y a une phrase qui m'accompagne depuis longtemps et qui vient de la tradition de la psychologie humaniste. Elle dit agir guérit. L'action, même petite, même imparfaite, rompt le cycle de la rumination. Elle nous sort de notre tête pour nous remettre dans le monde. Elle nous redonne un sentiment d'efficacité personnelle, cette conviction que ce que je fais a un impact sur ma situation. Quand nous sommes dans la peur, nous avons tendance à attendre que la peur disparaisse avant d'agir. Mais c'est souvent l'inverse qui est vrai. C'est l'action qui fait diminuer la peur, pas l'attente. J'aime l'image de la lampe torche dans la forêt de nuit. La peur, c'est comme se trouver dans une forêt obscure.
La lampe torche n'éclaire pas toute la forêt, elle n'éclaire que les 2 ou 3 mètres devant soi, mais c'est suffisant pour faire un pas, et puis un autre, et puis encore un autre. Nous n'avons pas besoin de voir toute la route. Nous avons besoin de voir juste assez pour faire le prochain pas. Et c'est peu être là la définition la plus humble et la plus honnête de l'espérance. Ce n'est pas la certitude que tout ira bien, c'est la conviction que je peux faire le prochain pas, que même dans l'obscurité, même dans l'incertitude, je peux continuer à avancer. Je voudrais terminer notre voyage d'aujourd'hui par quelque chose qui me tient très à cœur, quelque chose qui s'appelle la bienveillance envers soi-même, parce que j'ai observé dans ma pratique clinique et dans ma propre vie que l'une des plus grandes sources de souffrance, c'est la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes, cette voix intérieure qui juge, qui critique, qui compare, qui dit tu aurais dû, tu n'es pas assez, tu rates. Cette voix, nous l'avons souvent intériorisée très tôt dans notre vie. Elle peut ressembler à la voix d'un parent critique ou d'un système scolaire exigeant ou d'une culture qui valorise la performance au détriment de l'être. Et cette voix-là entretient la peur parce qu'elle nous dit, en substance, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu devrais être. Et donc, il y a effectivement quelque chose à craindre. La bienveillance envers soi-même, c'est apprendre à parler à soi-même différemment, avec la même douceur qu'on offrirait à un ami cher qui traverse une période difficile, avec la même patience qu'on aurait pour un enfant qui apprend à marcher et qui tombe. Christine Neff, chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, a montré que la compassion envers soi-même n'est pas de la faiblesse, c'est pas du complaisance. C'est en réalité l'une des ressources les plus puissantes pour la résilience. Les personnes qui font preuve de bienveillance envers elles-mêmes se relèvent plus facilement après les échecs, elles s'adaptent mieux aux situations difficiles, elles maintiennent une meilleure santé mentale, parce que cette voix douce intérieure, elle nous donne la force d'affronter les difficultés sans nous sentir définitivement condamnés. Et l'espérance, finalement, commence là. Elle commence dans le regard que nous posons sur nous-mêmes. Ce regard qui dit je traverse des choses difficiles, je fais de mon mieux, je suis humain, imparfait, et c'est bien ainsi, je mérite d'être traité avec douceur, par les autres oui, mais d'abord par moi-même. Voilà, nous arrivons au terme de notre conversation d'aujourd'hui. Et avant de te laisser, je voudrais reprendre avec toi les fils essentiels que nous avons tissés ensemble. Nous avons vu que la peur est une émotion fondamentalement humaine, ancienne, inscrite dans notre biologie. Elle n'est pas notre ennemi, elle est une partie de nous qui cherche à nous protéger. Mais quand elle déborde, quand elle envahit l'espace du présent avec des projections vers un futur hypothétique, elle devient parasite. Nous avons vu que l'espérance n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à continuer d'avancer malgré la peur. C'est une posture intérieure, active, courageuse qui dit ⁇ Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, mais je choisis de continuer à vivre, à aimer, à m'engager. ⁇ Nous avons exploré des outils concrets, la respiration, la méditation, la pleine conscience, la distinction entre peurs utiles et peurs parasites, le travail sur les pensées catastrophiques, l'importance de l'action pour briser le cycle de la rumination. Nous avons parlé du sens, de la beauté, de la gratitude, du lien, de notre finitude comme invitation à vivre plus profondément. Et nous avons terminé par peu, être la chose la plus importante, la bienveillance envers soi-même. Ce regard doux et honnête que nous pouvons apprendre à poser sur notre propre vie. Aucune de ces choses n'est une solution magique. Aucune de ces choses ne va faire disparaître la peur du jour au lendemain. Mais ensemble, pratiquées avec patience et régularité, elles créent quelque chose de précieux. Elles créent un espace intérieur où la peur peut exister sans nous définir, où l'espérance peut s'enraciner doucement comme une plante qui pousse dans un sol que l'on a appris à cultiver. Je crois profondément que tu es capable de cela.
Je crois que chacun de nous, quelles que soient ses blessures, ses peurs, ses histoires, est capable de cultiver quelque chose qui ressemble à l'espérance. Non pas une espérance naïve, mais une espérance lucide, ancrée, vivante. La route est longue parfois, mais elle mérite d'être marchée. Et tu n'es pas seul pour la marcher. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que tu as entendu a touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, quelqu'un qui traverse peu, être en ce moment une période difficile, quelqu'un à qui ces mots pourraient dire tu n'es pas seul, prends soin de toi, avec douceur, avec patience et avec toute la bienveillance que tu mérites. On se retrouve dans le prochain épisode.